Bonsoir à tous. Merci d'être venus à l'Athénée municipal pour suivre une nouvelle édition des signaux d'Unitech présentée par Alexandre et Laurent Pierre, comme vous avez maintenant l'habitude de les voir. Alors, un rappel, comme tous les ans, je fais une petite piqûre de rappel sur ce qu'est Unitech. Unitech vous propose cette soirée. C'est lié au fait que nous réalisons des études de veille toute l'année, donc c'est une retranscription de notre veille annuelle. Alors qu'est-ce que c'est Unitech ? Unitech, c'est une association, c'est une technopole. Et donc, que fait une technopole ? Nous accompagnons des porteurs de projets, des entrepreneurs à créer leur entreprise, mais pas n'importe quel type d'entreprise, des entreprises innovantes, innovation technologique ou d'usage. Donc qu'est-ce que c'est ? Accompagner, c'est fournir des services avec un accompagnement individuel, un programme de formation collectif, des outils, aller chercher des financements, aider les entrepreneurs à trouver des partenariats pour régler des difficultés comme tout ce qui va être juridique, tout ce qui va être protection intellectuelle, de manière à ce que leur projet entrepreneurial démarre le mieux possible. Et derrière Unitech, il y a des financeurs comme la région Nouvelle-Aquitaine, comme l'Europe, gros sujet, comme Bordeaux, Bordeaux Métropole. Et donc, nous sommes une association qui aidons les entrepreneurs. Alors, normalement, je devais être derrière moi, il devait y avoir Mathieu Azoir pour faire un petit speech sur l'innovation. Mathieu Azoir qui est élu au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine et à la mairie de Bordeaux. Mais comme vous le savez, il y a eu des élections hier, il y a eu des petites annonces, des petits changements, et donc il n'y a plus d'élus ce soir. Donc je passerai directement la main à Laurent Pierre et à Alexandre. Voilà. Donc Unitech, un petit message. Nous avons des locaux à louer, il y a un certain nombre d'entrepreneurs dans la salle. Voilà, si vous cherchez des locaux sur la cité numérique, à la pépinière de la ville de Pessac, n'hésitez pas à nous contacter. On a des espaces qui vont de 20 à 70 mètres carrés qui sont disponibles. Voilà. Pour finir, nous avons beaucoup de partenaires, donc des partenaires financiers, comme la région, l'Europe, la métropole, mais aussi des partenaires qui nous soutiennent dans nos activités d'innovation et d'accompagnement de l'innovation. Donc on les remercie parce que l'événement que ce soir, il est gratuit et donc il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui aide derrière à l'organisation. Donc merci à nos partenariats. Voilà. J'en ai fini. Donc je vais maintenant passer le micro à Laurent Pierre pour les signaux 2024. Merci beaucoup. Alors bonjour, bienvenue à cette 16e édition des signaux. Ça va être la 9e que l'on fait en binôme avec Alexandre. On va être vraiment sur les fondamentaux d'Unitech sur cette session, à savoir que sur les 120-150 startups qu'on accompagne tous les ans, on en a la moitié qui sont dans les sciences de l'ingénieur, sciences de la vie et de la santé. Donc Alexandre traitera ce sujet avec 3 tendances vraiment sur des tendances deep tech. Et moi, je serai sur les autres 50%, le numérique. Et je vais beaucoup revenir sur l'intelligence artificielle. L'année dernière, on avait déjà parlé d'intelligence artificielle. On vous avait dit qu'on pensait que ce ne serait pas le feu de paille que certains annonçaient, comme à chaque fois qu'une nouvelle tendance arrivait. Et que, voilà, donc on va voir, il y a effectivement plein de choses qui sont en train d'arriver sur le sujet. Alors la première tendance, on va parler intelligence artificielle et jeux vidéo. Alors si vous n'êtes pas gamer, vous pouvez quand même rester. L'idée, c'est plutôt d'aller voir qu'est-ce que fait ce secteur-là en termes d'appropriation au niveau de l'intelligence artificielle. Le secteur du jeu vidéo a l'avantage d'être un des secteurs qui s'approprie le plus tôt les tendances qui arrivent. Et ce qui nous a intéressé, c'est de regarder ça et surtout de voir vers quoi ensuite ça va pouvoir déboucher sur les autres secteurs utilisant ces mêmes technos qui sont en train d'apparaître dans le secteur du jeu vidéo. Alors, premier exemple, c'est tout ce qui va être utilisation de l'IA pour créer des scénarios. Bon, vous avez vu passer l'année dernière les scénaristes américains
ont fait une grève relativement longue à cause de la crainte de l'intelligence artificielle. Bon, ben, vous avez des jeux comme AI Donjon, qui est un jeu donc, qui a été programmé par un développeur, mais donc avec des actions à faire. Mais l'interaction entre le jeu et puis le joueur se fait entièrement par intelligence artificielle, c'est-à-dire que vous lui demandez n'importe quoi, vous interagissez avec lui, et c'est analysé par une IA qui va répondre à tout ce que la personne va pouvoir lui demander. On va prendre un autre exemple avec Novel AI, où là on va plus loin, puisque là ce n'est pas un jeu, c'est un outil pour les concepteurs de jeux vidéo, qui va être une aide au scénario, au dialogue, à la création d'images. Donc pour gagner du temps, alors création d'images, connu, le développeur va dire voilà mon univers est plutôt de style médiéval, dragon ou manga, et il va y avoir une aide à la création de personnages, de décors par de l'IA. Et puis vous avez également toute une partie sur la création de scénarios et de dialogues. Et donc vous voyez que vous avez des modules qui vont vous permettre d'écrire des dialogues ou des scénarios à la manière d'une histoire de Conan Doyle, d'Alan Poe ou de Lovecraft, d'univers de dragons ou de planètes. Donc là on voit à la fois l'intérêt de l'intelligence artificielle qui va non pas remplacer mais compléter, accélérer le boulot du créateur. Et puis on voit aussi toutes les limites, puisque c'est à la manière de Lovecraft, par exemple, mais ce n'est pas une création réellement originale, c'est comme à chaque fois avec l'intelligence artificielle, à la manière une création s'appuyant sur un existant. On quitte, et puis évidemment on comprend les inquiétudes des scénaristes. On passe sur un autre champ d'application, où l'IA va être utilisée pour créer du design d'espace, donc des tableaux de jeu. Et là, on va voir Dungeon Alchemist, qui est une aide à la création d'espace. Alors, on va le voir avec la vidéo. Je lance la vidéo qui va hurler. On lui crée la taille des pièces et automatiquement, il va créer un univers en 2D pour les jeux à tableau ou en 3D. Et puis, vous avez un tableau qui est prêt à jouer pour le concepteur du jeu. Alors, vous voyez que la création est extrêmement rapide. Il y a juste besoin de designer et ça va créer l'intérieur du jeu. Il y a juste besoin de dire, voilà, je change mon univers, c'est un jardin, c'est un donjon. Ici, c'est une chambre, un donjon, un jardin, et c'est la même pièce reconvertie. Donc vous allez pouvoir bouger tous les objets. Et si votre crâne de dragon qu'on a vu, vous trouvez ça vulgaire, vous le remplacez par un élégant crâne de viking d'un simple clic. Alors en voyant ces images, vous comprenez que ce n'est pas très difficile de se projeter sur des métiers, tout ce qui va être design d'espace, que ce soit des cuisinistes, des designers d'intérieur, de jardins, paysagistes, etc. Ça va permettre de donner des outils qui vont permettre de concevoir des environnements relativement simplement et où chacun pourra aller faire ses propres modifications. On a mis un autre exemple avec Promethean AI, qui est là aussi un outil qui s'adresse aussi bien aux concepteurs de jeux qu'aux archis intérieurs, dans lesquels vous avez un prompt et vous lui dites j'ai besoin d'un canapé années 50 ou d'une table de salon pour prendre le café, et il va vous générer, soit en puisant dans des bibliothèques d'objets déjà créés, soit en générant, ou au moins en les assemblant, en lui disant tu me mets une table plus ça, et il va vous permettre de le créer, toujours pour qu'on puisse l'insérer dans un décor de jeu ou de designer d'intérieur. On reste dans le design d'espace, mais là on passe à l'extérieur. Donc là c'est une société autrichienne, Atlas AI, pour laquelle, pareil, à l'aide d'un prompt, vous allez lui dire dessine-moi un quartier dans une ville futuriste,
et vous allez pouvoir lui injecter des dessins que vous avez déjà faits, des plans. Il va s'inspirer de tout ce que vous lui envoyez et vous générer, par exemple, la vue que vous avez ici. Donc là, pareil, pas très compliqué de se dire, voilà, je dois développer le quartier Euratlantique, la partie au sud de Bordeaux. Bah, je lui injecte le plan, l'existant, le bâti existant. Je lui dis, fais-moi des propositions, et il va vous faire des propositions de création. Bon, vous évitez de demander des choses trop futuristes, bien sûr. On change de secteur, et là, on va voir l'intelligence artificielle pour les dialogues en temps réel. Une des premières utilisations assez sympas, ça a été sur ce jeu, Skyrim, qui est un jeu d'aventure 3D, qui est assez ouvert et sur lequel un développeur a greffé pour les personnages non-joueurs. Les personnages non-joueurs, c'est tous les personnages qui ne sont pas vous, que vous voyez évoluer dans le jeu et qui servent soit à rien, à meubler le jeu, soit à vous donner quelques indications pour que vous puissiez avancer dans votre aventure. Et là, il a câblé sur un des personnages. D'habitude, le concepteur va lui donner les 2-3 phrases clés qu'il doit vous donner pour pouvoir avancer dans le jeu. Là, un développeur a câblé ChatGPT dessus. Donc ça va vous permettre de parler à ce personnage, donc cette guerrière viking que vous voyez là. Vous allez pouvoir passer une demi-journée à parler avec elle. Ça sera un dialogue avec ChatGPT. On va le voir en vidéo. Donc il va lui poser une question. Vous allez were you ever told campfire stories? Let me think. Yes, my family and I used to tell campfire stories during our hunting trips. Donc, elle lui fait une réponse à sa question. Elle lui dit « Let me think », laisse-moi réfléchir un moment, parce que c'est du vieux chat GPT, donc il fallait un moment avant qu'elle réponde. Puis on voit après qu'elle met encore un moment pour répondre. Et après, la réponse qu'elle lui fait va être générée par une intelligence artificielle. Alors ça, c'est beaucoup utilisé en ce moment par pas mal de studios de jeux. On a mis l'exemple de chez Ubisoft, qui a développé son propre outil, où chaque joueur dans le jeu, tous les gens que vous voyez à l'écran, par exemple à droite, on va pouvoir leur donner une personnalité, lui dire, lui, il n'a rien à vous raconter dans le jeu, mais si vous lui parlez, il va réagir comme un étudiant en architecture, par exemple, et vous pourrez parler avec lui. L'autre, c'est un employé de la ville et il doit vous donner 2 indices si vous lui parlez. Et puis après, il vous parlera de ce qu'il veut, mais en tant qu'employé de la ville. Donc ça va permettre d'avoir un côté des choses qui sont prévues par le développeur et puis un autre côté qui sont générées automatiquement par une IA. Alors on va voir ce que ça donne de manière le plus avancée avec NVIDIA, les fabricants de cartes de jeux vidéo qui sont des acteurs clés aujourd'hui dans l'IA générative. Vous allez voir, donc c'est une démo qu'ils ont faite. On est dans un bar, il y a un cuistot, de l'autre côté, il y a une cliente. Ils vont se parler, et côté cliente, ça va être, pour les 2 personnages, c'est généré par de l'IA à chaque fois. Donc ils vont se parler, et la vidéo va vous montrer que si je reviens voir cette même scène, ce qu'elle racontera, c'est différent, puisque c'est généré à la volée. Et puis ensuite, on verra un vrai humain, c'est le gars qui aura des lunettes, qui va parler de manière interactive avec le personnage du jeu. Donc là, ça nous donne un peu l'avenir de ce qui va arriver sur le jeu. Nova, you ever get that uncanny feeling we're like those AI constructs from the old sci-fi flicks? But now, we're too quirky for that. The cool thing is, the conversation's different every time. Quirky is one word for it, Jin. I think we're just too real to be anything but flesh and blood. You're not wrong, Jin. Sometimes I wonder if we're all just part of some elaborate cybernetic dream. If we were AIs, là, si je viens I'd be the 3 fois, one j'ai 3 cracking fois, elle jokes dit des about the choses différentes singularity à la over a même, bowl of ramen. dans la conversation. Kai, long time no see. You've been hiding in the shadows, or have you just been trying to avoid me? Hey Nova, it's good to see you. I haven't been trying to avoid you, just been super busy. How are things? Things are fantastic. Just secured a juicy Donc là, elle contract va lui with répondre de Zenith manière and interactive Sons. en fonction de la question qu'il Hey lui a Jin, you posée. hear that? C'est généré par Nova une just IA. landed a big contract. Et Let's break out the good s'il stuff. avait demandé quelque chose de différent, la You réponse got serait it, Kai. différente et comprise et Nova's générée. success calls for Pareil the pour, top shelf celebration. pareil Just pour don't le- expect this to become a habit. Pareil pour le cuistot. Donc ça veut dire que derrière,
on va avoir des possibilités sur les métiers de la hotline, du SAV, d'avoir pas du chat tapé au clavier, une interaction assez basique avec quelques questions toutes simples, mais vraiment un dialogue avec un conseiller virtuel qui, lui, sera géré par une IA générative, dans lequel on lui aura dit voilà les réponses, les informations, tu auras précisé tout cela, et ensuite le reste de la conversation il va être entièrement généré par de l'IA. Et là, on est pratiquement sur du temps réel dans cet exemple-là. Donc, c'est des choses qui arrivent, hein, ce n'est pas encore sur tous les ordinateurs, mais ça va assez vite. Autre exemple, autre exemple avec l'utilisation de l'IA pour du graphisme en temps réel. Là, vous voyez en haut un environnement assez pauvre graphiquement, c'est du Minecraft. Et puis dessous, vous voyez la même chose qui va être mis en haute résolution, en meilleure résolution, en temps réel. Donc là, l'idée, c'est que le concepteur de jeu définit un environnement assez basique graphiquement, mais qu'au moment où vous jouez, la création va être nettement améliorée au niveau graphique. Alors ça bouge beaucoup parce qu'on est sur le début de ces utilisations, mais on voit là aussi un potentiel développement possible. Bon, ça, j'en parle pas, on pourra en parler, on parlera au moment du cocktail, et on passe à un autre usage qui est la technologie de Dynamic Difficulty Adjustment, qui est beaucoup utilisée dans les jeux vidéo aujourd'hui. L'idée, c'est que l'IA va tourner pendant que vous jouez, et vous voyez le petit graphique, c'est pour, en fonction de votre niveau de jeu, ne pas vous faire un niveau de jeu trop élevé pour ne pas vous frustrer et que vous abandonniez le jeu, ni trop facile et que vous vous ennuyiez et donc vous abandonniez aussi le jeu. L'idée, c'est de vous garder dans un niveau de jeu qui va être en permanence dans un bon flow. Là, c'est pareil. Alors, quand on regarde un peu qu'est-ce que ça met en avant, cette techno, vous voyez, l'IA analyse le temps de réaction, la précision, la prise de décision et les performances passées pour créer une expérience unique au moment où vous jouez. Et puis, l'IA crée un sentiment d'accomplissement et de progression, gardant les joueurs motivés à améliorer leurs compétences. Donc là, très clairement, ça se projette assez facilement sur tout ce qui va être apprentissage, e-learning, formation à distance, où vous imaginez apprendre de l'anglais sur de la formation à distance. L'objectif est le même. Si c'est trop difficile, vous allez lâcher. Si c'est trop facile, vous allez vous ennuyer, vous allez lâcher. Donc, là aussi, ces outils-là vont pouvoir être totalement utilisés dans le cadre de la formation. Autre usage, maintenant, c'est tout ce qui va être analyse et conseil. Donc là, on a pris l'exemple de Mobalytic. Vous voyez au milieu, ça vous dit identifier et corriger vos faiblesses. Donc, pendant que vous jouez à une partie, l'IA va analyser la manière dont vous jouez. Vous voyez qu'il y a quand même plus de 10 millions de joueurs qui utilisent plus ou moins cet outil-là. Et puis, à la fin de votre partie, il a analysé votre façon de jouer, il a analysé la stratégie de votre adversaire, et il va vous conseiller en disant « tu peux t'améliorer là, ton adversaire adopte telle stratégie et ça serait pas mal que tu t'en inspires ». Donc ça va être votre coach personnalisé en fonction de la manière dont vous jouez. Ces IA intégrées dans les jeux vont permettre donc d'analyser, améliorer les performances, optimiser les stratégies et les entraînements. Bon, à chaque fois, on mettra la présentation. Et là, il y a un lien, mais vous pouvez le trouver facilement sur YouTube. Si vous tapez OpenAI, donc les gens qui font ChatGPT, et puis Dota 2, qui est un jeu multijoueur pour mutants à plusieurs doigts, qui est le jeu que vous voyez derrière, où c'est une confrontation entre 5 et 5 joueurs. Et donc, OpenAI a fait apprendre à son IA à gérer un des personnages de ce jeu et sont allés jusqu'à le faire jouer pour les 5 personnages et rencontrer les 5 meilleurs joueurs mondiaux de ce jeu. Donc la vidéo raconte comment ils ont fait et c'est absolument bluffant sur la première partie, comment l'IA est capable dès le départ de projeter
quelle est sa chance de gagner la partie. Bon, elle a gagné de manière assez juste. Et sur la deuxième partie, elle a encore appris de la première partie. Et alors que tout le monde dit elle fait des fautes, elle était assez médiocre. Et à un moment donné, elle dit voilà, j'ai 92% de chances de gagner. Tout le monde rigole en disant haha, bug. Et au bout de 2 minutes, elle a mis une raclée totale aux 5 meilleurs mondiaux. Donc la vidéo est assez intéressante à voir sur ce qui est raconté là. Dernier exemple avec Ellipse, qui est un site qui va permettre l'automatisation de la production de contenu. Là, ça va tourner pendant une partie de jeu, ça va capter les meilleurs moments de la partie de jeu, et ça va aussi capturer, comme vous le voyez sur la droite, si vous avez quelqu'un qui se filme en train de commenter la partie, un YouTuber, voilà, quelqu'un qui diffuse sur Twitch, ça va également capter le flux vidéo et en sortir les meilleurs extraits dans l'idée de pousser ça ensuite, faire un résumé ou pousser ça sur les réseaux sociaux. Alors quand on regarde toutes ces parties sur le coaching, l'amélioration des performances, des stratégies ou sur les aspects plus techniques, prédiction des résultats, production, automatisation de contenu, c'est pas là aussi difficile de se projeter sur le vrai sport, enfin le sport non e-sport, où on va avoir le même besoin pour les coachs, briefer les stratégies des joueurs, mais aussi bien automatiser la production de contenu, des meilleurs extraits en fonction de ce que raconte le commentateur pour pousser ça sur les réseaux sociaux. Voilà, sur cette belle image d'un match gagné par Marseille dont on n'a pas les droits, je laisse le micro à Alexandre. Bonsoir à toutes et à tous. Je ne vais pas parler trop près du micro. Donc, comme l'a dit Laurent Pierre, cette année, je vais m'intéresser plus particulièrement à la partie Deep Tech. Et je vais faire une présentation en 3 temps. On va aborder 3 innovations technologiques qui sont importantes et qui sont, on va dire, disruptives dans l'univers de la Deep Tech. Et on va commencer par un sujet qui est très important, qui est très actuel. C'est le sujet des biopolymères. Et avant de commencer, je voulais vous montrer cette petite image-là qui peut paraître rigolote à première vue, puisqu'il s'agit d'un Bernard l'ermite. Vous savez, les Bernard l'ermite, ce sont ces petits crustacés qu'on trouve sur les bords de mer et qui, comme ils ont un abdomen mou, sont obligés d'aller chercher des coquilles vides d'autres crustacés pour se protéger et, à mesure qu'ils vont grandir, trouver d'autres coquillages. Le problème, c'est que depuis quelques années, on remarque un phénomène de plus en plus prégnant qui caractérise finalement l'empreinte de l'homme sur l'environnement. C'est qu'aujourd'hui, pour un Bernard l'ermite, il est beaucoup plus facile de trouver des bouchons ou des capsules sur les plages que de trouver des coquilles de coquillages qui sont morts. Et donc, actuellement, on trouve ces petits crustacés qui se baladent avec des coquilles. Alors normalement, il y a une vidéo mais que j'ai pas mise ce soir, où on voit que le Bernard l'ermite, si vous cherchez sur Internet, le Bernard l'ermite va être face à plein de bouchons et il va choisir celui qui lui plaît le plus. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on est face à un problème. Alors ce n'est pas un problème nouveau, hein, vous êtes tous au courant, qu'on a une forte production de plastique depuis le milieu des années... du siècle dernier, on a une production exponentielle de plastique et que cette production de plastique, elle a des conséquences. Donc on l'a vu sur les êtres vivants, mais également sur l'environnement avec, vous êtes aussi au courant, de la présence d'un 7e continent qui dérive au milieu du Pacifique, qui est finalement un vortex qui accumule tout le plastique qui est rejeté dans la nature et qui a des conséquences puisque la décomposition de ces plastiques-là va entraîner des pollutions qui sont irréversibles et qui ont aussi des conséquences sur l'ensemble des êtres vivants. Si on s'intéresse juste à l'être humain, vous avez à l'image la consommation de microplastiques tous les 6 mois. Donc un être humain ingère 125 grammes de microplastiques tous les 6 mois
sur l'ensemble d'une vie, ça représente à peu près 20 kilos, avec comme conséquence, bien entendu, toutes les maladies de l'estomac, liées à la digestion, aux intestins, mais également des cancers sur le plus long terme, puisque les microplastiques sont responsables aussi de nombreux cancers. Donc on est face à un fléau qui a un impact sur finalement tout le monde, sur toute la biosphère, que ce soit au niveau de l'environnement ou sur les êtres vivants. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter, puisque là où on a quelques chiffres, on voit que la consommation de plastique devrait tripler d'ici 2060. Et bien entendu, le corollaire, c'est que le rejet, les déchets plastiques vont également tripler. Alors, si on regarde le graphique qui est à votre droite, on voit que la partie recyclée devrait doubler. Pour autant, ça reste encore quand même une partie qui est très infime. On parle de 17% des plastiques qui seront recyclés en 2060. Ce qui est important à prendre en compte, c'est le reste des déchets plastiques et surtout le volume que ça représente, avec, bien entendu, des conséquences, donc on a vu, sur la santé, mais également sur l'environnement. Aujourd'hui, les plastiques, ce sont des coproduits des hydrocarbures. Donc, produire du plastique, ça veut dire émettre des gaz à effet de serre. Alors, on ne voit pas bien à l'écran. Aujourd'hui, 90% du plastique est fabriqué à partir d'hydrocarbures, ce qui représente 1,8 gigatonnes de gaz à effet de serre rejetés dans l'atmosphère tous les ans, ce qui représente 3,4 des émissions mondiales. Donc la production de plastique, en soi, est un problème. Mais le plastique, c'est sur son cycle de vie entier aussi qu'il pose problème, puisque ça représente 4%, le cycle complet représente 4% des émissions de gaz à effet de serre, que produire du plastique, 1 kg de plastique produit, ça émet entre 1,7 et 3,5 kg de CO2. Donc on voit que plus on va produire, c'est exponentiel aussi le rejet de CO2 dans l'atmosphère, et que l'incinération en fin de vie, donc brûler des plastiques, là aussi, ça génère entre 1,4 et 2,8 kg de CO2. Donc on voit que sur l'ensemble du cycle de vie, les plastiques, c'est une solution qui n'est pas tenable. Et pourtant, on ne peut plus se passer de plastique, ni aujourd'hui ni demain. On voit que le plastique, c'est quand même un matériau qui est très utilisé parce qu'il a des propriétés, il n'y a aucun autre matériau qui a les mêmes propriétés. Donc on utilise le plastique. Et pourtant, le problème du plastique, c'est que son recyclage aussi est très compliqué. Pourquoi ? Donc on a vu qu'aujourd'hui, 9% des plastiques sont recyclés, ça veut dire que 91% des plastiques ne sont pas recyclés. 40% du plastique est à usage unique, notamment tout ce qui est plastique alimentaire. Donc on va utiliser, je ne sais pas, on va acheter du jambon, on va avoir une petite pochette en plastique, on va l'utiliser une fois, on va la jeter. Donc on ne réutilise pas le plastique. Aujourd'hui, il y a 7 technologies de production de plastique qui sont différentes, donc autant de process de recyclage à mettre en œuvre qui sont bien entendu très coûteux et qui ne sont pas les mêmes en fonction du plastique. Donc tout ça, ça a un coût. On a aussi une dégradation du recyclage dans le temps, c'est-à-dire qu'un plastique ne va pas être recyclable indéfiniment et qu'à mesure qu'on va le recycler, il va se détériorer et donc le produit recyclé qu'on va créer, lui, aura des caractéristiques qui seront moins intéressantes et donc à terme, on ne va plus pouvoir recycler le plastique puisqu'il sera trop détérioré. Et enfin, une donnée qui est non négligeable, c'est qu'on ne recycle pas le plastique là où il est produit et ou consommé, c'est-à-dire qu'en fait, on collecte le plastique, c'est-à-dire que vous, tous les jours, vous jetez du plastique dans vos poubelles, mais le plastique, il n'est pas recyclé ici. Il est envoyé dans les pays en développement, où ça coûte beaucoup moins cher, où on a des grosses usines de recyclage. Mais bien entendu, on ne fait pas que recycler le plastique dans ces pays-là, on les incinère aussi, ce qui génère bien entendu des pollutions. Donc on déplace des pays développés vers les pays en développement. Bon, ça, c'est pas nouveau, ça a toujours été comme ça depuis l'industrialisation, la révolution industrielle. En tout cas, le recyclage, ce n'est pas la solution d'avenir pour le plastique. Il faut penser autrement. Et donc, parmi les solutions, donc vous avez vu le titre, ce sont les biopolymères, ou ce qu'on appelle également les bioplastiques. Alors, les bioplastiques, c'est un peu un concept fourre-tout.
avec une définition que vous avez ici, hein, qui vient de la Société européenne de bioplastique, qui dit que ça regroupe un grand nombre de matériaux et produits qui sont biosourcés, biodégradables ou compostables. Donc on voit qu'on a différentes branches à cette définition, et le problème, c'est que c'est cette multiplicité de termes qui pose des problèmes avec le bioplastique. Pourquoi ? Parce que les termes sont souvent ambigus et souvent interchangeables alors qu'ils ne devraient pas l'être. Par exemple, un plastique qui est déclaré biodégradable n'est pas forcément un plastique qui est biosourcé. C'est-à-dire qu'il y a des plastiques qui sont biosourcés, enfin qui sont déclarés biodégradables et qui sont produits à partir d'hydrocarbures. À l'inverse, un plastique biosourcé n'est pas forcément biodégradable. C'est-à-dire que lors de la production de ce plastique à partir de ressources naturelles, il va y avoir des traitements chimiques, et ces traitements chimiques font que ce plastique ne va pas être biodégradable dans sa totalité et donc entraîner des pollutions qui sont aussi irréversibles. Et enfin, il y a le problème du compostage aussi qui se présente au plastique. Le problème du compostage, c'est que quand vous allez utiliser un plastique qu'on dit compostable, vous n'allez pas pouvoir le mettre directement dans votre compost ou l'enterrer dans votre jardin, sinon ça serait trop facile. Il faut ce plastique-là, le collecter et l'amener dans des usines de compostage qui là aussi sont, on l'a vu tout à l'heure avec les 7 types de plastiques différents, ce sont des process et des technologies qui sont très lourdes, qui sont très coûteuses, et donc le compostage, ce n'est pas forcément non plus une bonne idée à long terme. Donc ce qu'il faut retenir aussi, c'est que la biodégradation d'un matériau ne dépend pas de son origine fossile ou végétale, mais bien de sa nature chimique. Donc tout ça pour dire que finalement, biodégradable et biosourcé, ce n'est pas équivalent et qu'il faut dépasser ces définitions de base pour aller, pourquoi pas, vers une solution qui sont les biopolymères. Et je vais vous parler d'une entreprise que Unitech accompagne, bien entendu, une très belle entreprise qui s'appelle Dionymer, vous avez dû en entendre parler, qui a levé des fonds très récemment. Et eux, ils vont utiliser les bactéries pour créer ce qu'on appelle des biopolymères. Ce sont des polymères, donc ce sont des matériaux plastiques, mais qui sont créés à partir de ressources naturelles, ici des déchets alimentaires, qu'ils vont faire digérer par un certain type de bactéries. Ces bactéries vont être mises en stress, et lorsque ces bactéries vont être mises en stress, elles vont produire ce qu'on appelle des polyhydroxyalcanoates, les PHA, qui sont des polymères qui ont toutes les propriétés et toutes les caractéristiques du plastique. C'est-à-dire qu'on va pouvoir l'utiliser, ces biopolymères, pour créer des nouveaux plastiques. Donc voilà, donc c'est un modèle qui a été breveté et qui permet donc d'utiliser les déchets alimentaires, les biodéchets, la biomasse, pour produire un plastique. Et l'intérêt de ce plastique, c'est que c'est les PHA, donc les polyhydroxyalcanoates, ce sont les seuls polymères qui sont vertueux, puisqu'ils sont à la fois biosourcés, qu'ils sont biodégradables, donc on va pouvoir les dégrader sans pollution et sans effet négatif, qu'ils sont biocompatibles, donc ça c'est important aussi pour tout ce qui est santé alimentaire et environnement. On va pouvoir utiliser dans l'agriculture, par exemple, qui est malgré tout un secteur qui utilise beaucoup les plastiques, on va pouvoir utiliser les biopolymères pour travailler, enfin pour le travail de la terre, et également compostable avec la même limite que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir des usines spéciales pour composter les biopolymères, mais en tout cas, c'est le seul polymère qui est à la fois biosourcé, biodégradable et biocompatible. Donc c'est pour ça que ça en fait un matériau d'avenir, c'est que demain, alors aujourd'hui, ils produisent à peu près 1 kg par semaine, mais l'idée c'est de monter à 1 tonne par an pour pouvoir avoir une production qui veut dire quelque chose et qui puisse ensuite passer à l'échelle et développer un produit intéressant, d'autant plus que tous les secteurs d'activité aujourd'hui sont concernés par le plastique, donc le marché des biopolymères est très important, il concerne tous ces secteurs d'activité, donc on l'a vu, hein, l'emballage, l'industrie médicale, l'agriculture, l'automobile aussi, qui consomme beaucoup de plastique. Et ce qui est intéressant, c'est que si on regarde les chiffres de croissance des bioplastiques, on voit qu'on a une croissance qui est exponentielle, donc ça laisse aussi
une place assez importante à ces nouvelles technologies, à ces technologies disruptives qui, demain, devraient avoir un impact vertueux sur l'environnement et également sur notre santé de tous les jours, puisqu'on sera quand même bien obligé de continuer à utiliser des plastiques. Donc autant se tourner vers des solutions qui sont vertueuses plutôt que de continuer à utiliser de la production de plastique issue des hydrocarbures. Donc j'en ai fini avec cette première partie. Je vais laisser la parole à Laurent Pierre. Alors, deuxième partie, côté numérique, et donc toujours côté intelligence artificielle. On va parler de l'intelligence artificielle relationnelle, donc notre capacité à interagir entre la machine et puis l'homme, donc vieux sujet de la science-fiction qui est de plus en plus d'actualité avec l'IA générative. On va beaucoup parler des relations entre l'homme et puis la machine avec un avatar géré sur la machine. Alors les avatars, c'est vieux comme le monde, au moins le monde numérique. Mais voilà, pour rappel, des applications comme Prismalab, qui ont à peu près pas plus que 2 ans, qui ont été une des applications qui a été le plus vendue sur les stores vers 2022 à peu près. Donc application où vous vous prenez en selfie et puis ça vous transforme, l'IA vous transforme en vous, en beau, ou en habillé en cosmonaute, en princesse, en indien ou en cow-boy, donc en village people. C'est vraiment les applications qui ont lancé ça. L'année dernière, on avait utilisé 7 applications DeepBrain. Là, eux qui font de l'avatar ultra réaliste et en 3D, de l'avatar vidéo, qui va parler, vous voyez, aujourd'hui plus de 100 voix, plus de 80 langages, et qui va être utilisé pour tout ce qui va être auto-formation, coaching, démonstration. Bon, voilà, il y a maintenant des fonds et des templates qui vous sont vendus pour voilà, tout un tas de business. Et puis, si on prend chez un des leaders actuels qui vont le plus en ce moment sur les plateformes, c'est Replica, donc une machine à créer de l'avatar. Donc il vous fait un avatar soit ultra réaliste comme on a vu, soit très BD manga, soit entre les deux, qui fait un peu image de synthèse comme on a à l'écran. Vous voyez que maintenant, dans la bulle, on va pouvoir leur donner une personnalité, une typologie. On va pouvoir lui dire, par exemple, agis en tant que guide touristique de Bordeaux. Et on va lui injecter toute l'histoire de Bordeaux, tous les flyers de l'office de tourisme. Et quand on lui parlera, par chat ou en vocal, il va parler, ça va être généré par de l'IA, mais il aura dans sa base de connaissances toutes les informations comme un guide touristique, alors certes virtuel généré par une IA, mais vous imaginez la même chose avec soit agit en tant que prof d'anglais et on lui devra passer des informations. Donc là, on est maintenant en mesure de vraiment donner une typologie particulière sur des IA en lui fournissant du contenu. Alors on va aller un peu dans les couloirs sombres de ce qu'on peut faire avec ce genre d'outils. Donc c'est les parties les plus creepy, mais qui donnent aussi vers quoi on risque d'aller. Toujours dans ces relations avec les avatars. Aujourd'hui, ce qui rapporte un des secteurs qui rapporte le plus d'argent toujours sur les stores, c'est les applications où vous avez votre petit ou petite ami virtuel qui est un avatar. Donc même chose, ultra réaliste, photo manga, image de synthèse. Vous le designez comme vous voulez, je vous laisse imaginer. Plus vous payez, plus vous avez des services que je vous laisse imaginer. Mais là aussi, vous allez avoir une interaction. Et c'est juste sidérant de lire les articles qui parlent des relations amicales, amoureuses entre des vraies personnes et des avatars. Autre exemple avec ce chat, qui est un des chats qui a le plus de sessions, qui a eu le plus de sessions en 2023, qui est un psychologue virtuel géré par une IA. Passage du Covid,
profil de la jeunesse en difficulté psychologique pour certains, difficulté à rencontrer, à avoir un rendez-vous avec un vrai psy. Donc beaucoup sont allés se rabattre sur des services comme celui-ci. Vous allez lui parler, c'est assez bluffant d'échanger avec lui, mais ça reste une IA. Alors on a dû lui charger un peu plus que le psy pour les nuls, mais ça reste une IA. C'est-à-dire que pour détecter une pathologie profonde, ça reste une IA, quoi. Et puis un dernier exemple avec ce style de service. Alors celui-là est assez intéressant parce que Storyfile, au départ, ils vous vendaient l'album photo classique, c'est fini, et on va passer sur de l'album photo vidéo, où vous allez avoir un témoignage d'un être cher qui va raconter sa vie pendant 1 heure et vous laisser un témoignage pour maintenant ou pour quand il aura disparu. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est William Shatner qui leur fait leur publicité. William Shatner, c'est le mythique capitaine Kirk de Star Trek, des vieux premières éditions de Star Trek. Et ce n'est pas anodin parce qu'on est vraiment à un pied dans la science-fiction, voire pratiquement les 2 pieds dans la science-fiction, puisque au-delà de ce service que vous pouvez faire avec votre smartphone, vous vous filmez et ça vous fait la même chose, derrière ce qui commence à vendre et ce qui commence à proposer, c'est que les IA génératives aujourd'hui, à partir de quelques minutes de vidéo, quelques minutes de voix, sont capables de transformer la vraie personne en avatar virtuel qui va pouvoir échanger avec vous, bouger à l'écran et vous raconter en IA générative ce que vous allez échanger avec lui. Donc ça veut dire que le jour où William Shatner aura disparu, dans sa vidéo, je pourrai continuer à lui poser des questions. Ça ne sera pas un témoignage vidéo, ça va être un échange. Je lui poserai des questions et on va parler avec une personne qui aura disparu. Alors c'est un phénomène qui pour le moment n'est pas encore trop arrivé chez nous, mais dans les pays asiatiques, c'est vraiment un des sujets en ce moment où ils sont pas mal à fond dessus. On a mis un lien vers un article de France Inter sur les deadbots, ces avatars de personnes mortes, où pas mal de cimetières vous proposent ce service, donc évidemment avant que la personne soit morte, mais même après, vous envoyez une vidéo, 15 secondes de voix, quelques photos, et hop, vous avez la vie éternelle, enfin surtout pour ceux qui ne sont pas morts. Et alors évidemment, là aussi, pas besoin de vous expliquer les problèmes psychologiques que ça peut poser pour les personnes qui ne font pas leur deuil des personnes disparues. On change de sujet et on va parler maintenant de l'IA invisible. Alors l'IA invisible, c'est quand vous communiquez avec ChatGPT, vous savez que vous êtes face à une IA, vous êtes devant un service d'intelligence artificielle générative, c'est simple. Ce qu'on voit apparaître de plus en plus, c'est que l'IA va être intégrée dans du matériel et donc on aura une machine, un équivalent smartphone, un truc électronique dans lequel va être embarqué de l'IA. Alors il y a plein d'outils qui sont sortis. La plupart sont ou vont être des échecs, mais ce qui est intéressant dans l'arrivée du matériel, dans les nouveaux usages du matériel, c'est que très souvent c'est des échecs, mais très souvent ça nous montre la voie de vers où on va aller. Et là, je pense que ça va être le cas parce que ça va être quasiment que des échecs, ce qu'on va voir. Rabbit, vous voyez, c'est ce petit boîtier. Vous avez un mini-écran, une caméra, un petit bouton, et vous allez lui parler. Vous allez lui demander prépare-moi un voyage à Paris pour la semaine prochaine avec une réservation d'hôtel pour 2, etc. Donc c'est un assistant boosté à l'intelligence artificielle qui va interagir avec vous. Un autre exemple, c'est chez Human, 2 anciens de chez Apple qui, eux, sont partis du constat qu'on devenait totalement accro à notre smartphone et que c'était mal. Donc, ils ont sorti une nouvelle interface qui est une sorte de badge. On appuie dessus et c'est quasiment que vocal. On lui pose là aussi les questions qu'on veut. Il vous répond et éventuellement, il a un petit projecteur qui vous donne quelques infos en complément. Bon, alors là aussi, eux, ils ont mis, je crois, il y a 15 jours, leur boîte en vente en leur demandant pas mal d'argent, mais je ne suis pas sûr qu'ils la vendent au prix qu'ils en proposent, sachant que c'est des produits qui ont été démontés par la critique,
pour dire toutes les limites que l'IA, si l'IA marchait bien, ça serait peut-être pas mal, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et puis un de mes préférés, c'est celui-ci, Rewind. Alors Rewind, c'est un service que vous allez câbler avec votre abonnement, soit sur votre téléphone, soit sur votre ordinateur, et qui va enregistrer tout ce que vous faites. Et puis ça va être votre assistant. Vous allez lui dire, ma visio que je viens de faire, fais-moi un compte rendu, dis-moi quels sont les points clés que je dois préparer. Il y a un mois, je suis allé naviguer sur un site qui parlait de tel sujet, je ne me souviens plus quel est le site, rappelle-moi le site, etc. Alors pour le moment, vous voyez en surligné, ça vous dit que tout est encrypté et sauvé localement sur votre téléphone ou votre ordinateur, ce qui est le cas. Et puis, ils avaient prévu de sortir ce petit pendentif, qui est un micro, et dont l'idée était, non seulement ça suit ce que vous dites sur votre ordinateur ou votre téléphone, mais le micro, ça va enregistrer tout ce que vous racontez dans la journée, tant que c'est branché, vous et les conversations que vous allez avoir avec les personnes rencontrées. Donc, par exemple, si vous êtes équipé de ce truc-là, quand vous rentrez chez vous ce soir, vous allez lui dire dis-moi les 3 choses qui ont été dites intéressantes sur les signaux. Donc là, normalement, il flambe parce que, bien évidemment, il n'y a pas que 3 choses intéressantes. Ou pendant le cocktail, j'ai parlé avec une personne qui m'a parlé de tel sujet, il m'a dit son nom, je l'ai oublié, rappelle-moi son nom, et il va vous retrouver ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que il n'y a même pas un mois, ils ont changé la tête de ce micro, et ce qu'ils ont réellement sorti, c'est ce petit clip que vous attachez au col, qui a la même fonction, hein, c'est un micro. Mais ce que vous voyez, c'est qu'ils ont changé également l'offre. Quand on regarde dans les conditions de privacy, on voit qu'en local, toutes mes données sont stockées sur ma machine ou mon téléphone. Ça s'appelle toujours Rewind. Mais quand on passe dans le non limitless avec ce gadget-là, on passe sur tout est stocké sur le cloud. Donc ça veut dire que vos données vont être stockées sur un cloud américain. Donc, vu qu'il monitore, il stocke tout ce que vous faites, vos conversations, les mots de passe que vous tapez, enfin tout ce que vous pouvez écrire, l'usage est sympa, mais derrière, beaucoup de questions sur la propriété et l'usage des données. Puis un dernier exemple, un avant-dernier exemple, on en reparlera tout à l'heure de celui-là, c'est avec IO, qui est un ordinateur vocal. Donc vous voyez, c'est une grosse oreillette, hein, c'est pas aussi gros que les oreilles de Mickey, mais ça, c'est quand même un peu volumineux. Où là aussi, c'est un ordinateur dans lequel on a embarqué une IA, et vous allez appuyer sur l'oreillette, lui poser une question, et il va vous répondre. Donc là, on est très proche du film Her de science-fiction, que j'espère que vous avez vu. Alors on finit avec, donc là, c'était de l'IA invisible parce qu'elle est embarquée dans du matériel. Et on a parlé aussi de ce produit-là, WorldCoin. Là, ce n'est pas invisible, ce n'est pas embarqué dans du matériel, mais c'est invisible parce que c'est Sam Altman, donc le patron d'OpenAI, donc de l'IA, mais c'est invisible parce qu'on ne parle pas beaucoup de cette société, dont il est patron aussi, WorldCoin, dont l'idée, c'est de faire le passeport que vous connaissez tous en version numérique. Donc, bonne idée de service aussi. Vous allez vous enregistrer. Pour vous enregistrer, vous allez aller dans un centre dans lequel vous allez donner votre vrai passeport, vos papiers d'identité, montrer que c'est vous, et enregistrer votre rétine dans cet appareil qui s'appelle un orbe. Alors, il n'y en a pas en France, il y en a en Allemagne, il y en a en Espagne, pour les plus proches. Et ça va certifier que c'est vous, et ça vous donnera un passeport numérique. Bonne idée, qui vous permettra de montrer patte blanche quand vous êtes sur un site de paiement, limiter l'accès aux plus de 18 ans, tout ce qu'on peut avoir comme usage d'un passeport électronique pour prouver que c'est vous derrière votre ordinateur ou votre téléphone. Évidemment, vous voyez le problème, c'est que quand vous allez faire votre passeport à la préfecture, c'est un agent de l'État. Là, c'est un agent de la société WorldCoin qui récupère toutes vos données ultra personnelles sur vous. Donc là aussi, questionnement sur l'usage des données. Donc pour finir sur cette partie,
On a repris ce diapo qu'on avait utilisé sur les signaux de 2017. C'était le bouquin de Jean-Gabriel Ganassia, qui est un chercheur en intelligence artificielle français et qui est également philosophe des sciences, et qui avait écrit ce bouquin, Le mythe de la singularité, faut-il craindre l'intelligence artificielle, donc il y a 7 ans, et qui nous disait deux choses intéressantes qu'on avait déjà remontées à l'époque, qui nous disait que déjà à l'époque, alors que l'intelligence, l'IA générative n'existait pas encore, n'était pas déployée, il nous disait déjà que le discours sur l'IA, c'était soit du catastrophisme, soit de l'évangélisation. C'est on va tous mourir tués par des cyborgs, ou au contraire, c'est génial, c'est le nouveau paradis. Et il nous précisait déjà à l'époque que les grandes sociétés de l'Internet ont un agenda politique et racontent un mythe, une histoire qui nous fait peur et obscurcit les vrais dangers. Exemple, par Sam Altman, qui est le premier à dire « Attention, c'est pas où on va avec l'intelligence artificielle, ça peut être dangereux », mais qui, derrière, les vrais dangers pour Ganassia, c'est le pillage des données personnelles. Je vais repasser le micro pour la microfluidique. Donc, comme l'a dit Laurent Pierre, on passe à un autre sujet qui est très important dans le domaine des deep tech, qui est là aussi disruptif. Vous allez voir pourquoi, notamment dans tout ce qui concerne l'univers de la santé. On va s'intéresser à la microfluidique. La microfluidique, qu'est-ce que c'est? C'est à la fois une science et à la fois une technologie, et c'est en ça que c'est assez intéressant. C'est la science de l'écoulement des fluides à l'échelle micrométrique, mais également la technologie de la manipulation de ces fluides-là. Donc c'est une science qui s'inspire du vivant, puisque les principes de la microfluidique, on les retrouve tout autour de nous, invisibles à l'œil nu, bien entendu. On les retrouve notamment dans la photosynthèse, au niveau des feuilles, où les échanges gazeux entre l'arbre, à travers ses feuilles, et son environnement lors de la photosynthèse, se font par des principes de microfluidique. Et on retrouve également ces principes dans le corps humain, au niveau des échanges gazeux entre les organes et les veines, les échanges de nutriments, les échanges gazeux, le transport finalement du CO2, tout ça passe par des principes de microfluidique au niveau des capillaires, vous le voyez là à l'écran. Et donc tout ça c'est intéressant, pourquoi? Parce que les principes de la physique tels qu'on les connaît nous à notre échelle ne sont plus du tout les mêmes à l'échelle de la microfluidique, c'est-à-dire par exemple que le principe de gravité à l'échelle de la microfluidique, donc à l'échelle du millième de millimètre ou du millionième de mètre, ces principes-là ne fonctionnent plus. On a d'autres principes physiques, bon, que je ne rentrerai pas dans les détails, qui vont les remplacer, la tension superficielle, la viscosité, les forces capillaires, et également un principe qui est très intéressant, on le verra plus tard, qui est l'écoulement laminaire. Donc l'intérêt d'utiliser cette science et ces technologies, c'est qu'on va miniaturiser les principes physiques pour réaliser des tests, réaliser comment on appelle ça, des tests biologiques sur des quantités infimes de fluides. C'est-à-dire qu'on va passer finalement de prélèvements, que ce soit des prélèvements sanguins, des prélèvements tumoraux, des prélèvements même d'eau dans la nature, qui peuvent se faire alors en millilitres ou en centilitres en ce qui concerne le sang, mais peut-être plusieurs litres d'eau lorsqu'on va analyser les pollutions d'un lac ou d'une rivière, à quelques millilitres, enfin même quelques picolitres, comme on dit, un millionième de litre, pardon, parce que c'est une technologie de la miniaturisation qui permet derrière d'avoir différents champs d'application. Et on va détailler les différents champs d'application tout de suite. Le premier, c'est la reproduction à l'échelle micrométrique des laboratoires d'analyse tels qu'on les connaît. L'idée, c'est d'implémenter sur des puces, comme des puces électroniques, vous savez, une petite puce de 2-3 cm², des canaux de microfluidiques qui ont à peu près l'épaisseur d'un cheveu, dans lesquels on va injecter des fluides, donc des quantités mais vraiment ridicules de fluides, en quelques picolitres, comme je l'ai dit.
sur lesquels on va également installer des zones de détection de biomarqueurs qui vont permettre de révéler la présence ou non de certains biomarqueurs, qu'ils soient biologiques ou environnementaux, et tout ça à partir d'un prélèvement qui est vraiment très, très, très faible. Si on prend l'exemple ici de l'analyse de sang, lorsque l'on va faire une analyse de sang, par exemple lorsque l'on est diabétique, ou si on veut trouver des biomarqueurs qui sont présents dans le sang d'une pathologie, on va faire une prise de sang, on va prélever plusieurs millilitres de sang qu'on va échantillonner, qu'on va envoyer dans un labo, ça va prendre une semaine, ça va coûter de l'argent, et en plus c'est douloureux pour le patient. Ici, on va, grâce à la microfluidique, prendre une seule goutte de sang qu'on va répartir sur la puce microfluidique, et on va aspirer ce sang par un principe qui est un principe on va faire le vide dans ce circuit-là. Ça va attirer le sang. Ça va permettre également d'extraire le plasma. Donc la vitesse de sédimentation du sang à l'échelle micrométrique est très rapide, contrairement à l'échelle macro. Et à partir de ce plasma, on va pouvoir révéler, avec une zone des bandelettes de biomarqueurs, de révéler quasiment instantanément, en quelques minutes, la présence de biomarqueurs qui sont soit révélateurs, les biomarqueurs d'une pathologie, soit au contraire l'absence de ces biomarqueurs, et donc avoir une analyse de sang positive. Tout ça à un faible coût, puisqu'il suffit d'une seule goutte de sang. C'est très rapide, on l'a dit, en quelques minutes, les résultats tombent. Et bien entendu, pour le patient, ce n'est pas douloureux, on fait une toute petite piqûre au bout du doigt et on récolte la goutte de sang. Ça permet aussi, la microfluidique, des avancées qui sont aussi, en termes de médecine personnalisée, très intéressantes. On va pouvoir faire converger deux technologies, la technologie microfluidique et la technologie des organoïdes. Les organoïdes, ce sont les reproductions des fonctions et des structures des organes à partir des cellules souches. C'est-à-dire qu'on va prendre une cellule souche de cerveau, on va la cultiver dans une boîte à pétri, faire une toute petite réplique de cerveau. Et grâce à la microfluidique, on va pouvoir combiner les deux et faire des analyses qui sont donc in vitro, en dehors de l'être humain, sur une réplique d'un organe par rapport à des plans de traitement. Par exemple, si on a un organe qui est malade, on va pouvoir tester des plans de traitement à l'échelle microfluidique, micrométrique. Ça, c'est intéressant en termes de cancérologie, notamment, puisqu'on va pouvoir, à partir du prélèvement d'une cellule souche d'une tumeur, cultiver cette tumeur pour en faire ce qu'on appelle une tumoroïde, c'est-à-dire une réplique de tumeur à une échelle vraiment très petite. Et on va pouvoir la greffer, cette tumeur, sur une puce microfluidique et tester en quelques minutes, finalement, la réaction de la tumeur à des traitements, de chimiothérapie, mais là encore avec des quantités qui sont dérisoires. Donc on voit qu'en termes de médecine personnalisée, de rapidité de détection des cancers et des maladies, la microfluidique permet une accélération de tout ça et surtout une baisse drastique des coûts. Baisse des coûts qu'on retrouve sur une autre technologie microfluidique qui est là et beaucoup plus empirique. C'est ce qu'on appelle la microfluidique sur papier. Donc vous le voyez à l'écran, on a ici un petit bout de papier, c'est du papier buvard, sur lequel on va imprimer à l'aide d'une encre hydrophobe, on va imprimer une sorte d'arbre, vous voyez, où il y a différentes branches. Sur chacune des branches, on va fixer des biomarqueurs, et à partir d'une seule petite goutte de liquide qu'on va mettre ici, par capillarité, la goutte va se répartir dans l'ensemble des branches de cet arbre, et à chaque fois qu'elle va rencontrer un biomarqueur, elle va réagir ou pas avec le biomarqueur, et donc, instantanément, on a des résultats sur la présence ou non de pathologies ou de virus, de bactéries dans l'eau. Donc ça, c'est une technologie qui n'est pas chère du tout, puisqu'il suffit d'avoir du papier buvard, une imprimante 3D, enfin une imprimante, même pas 3D, une imprimante qui imprime de la cire. Et on imagine, par exemple, dans des zones reculées, dans les pays en développement, où on va pouvoir très rapidement faire des analyses de sang,
faire des analyses aussi de pollution des eaux, puisqu'une seule goutte ici va permettre de faire une trentaine ou une quarantaine d'analyses en quelques minutes, voilà, sur un temps très court. Et ça permet donc, on le voit, le transport aussi est très facile. Enfin, la dernière technologie qui est intéressante avec la microfluidique, c'est ce qu'on appelle la micro-gouttelette. L'idée, ici, ça va être de créer à partir d'une petite goutte d'un fluide, donc encore une fois, ça peut être de l'eau, ça peut être du sang, ça peut être n'importe quel fluide. L'idée, ça va être de créer des milliers de petites gouttes qui ont toutes, donc qui sont invisibles à l'œil nu, on a besoin de microscope pour travailler ces petites gouttes-là, mais qui vont avoir exactement les mêmes propriétés, les mêmes caractéristiques que la goutte mère, sauf que comme on va les produire en milliers d'exemplaires, on va être en mesure, sur chacune de ces gouttes-là, finalement, de créer un véritable laboratoire d'analyse, ce qu'on faisait sur des millilitres de sang, par exemple. Là, on va pouvoir le démultiplier par 50 000 ou 100 000 et réaliser en parallèle tout un tas d'analyses biologiques à moindre coût et surtout très, très rapidement, avec une cadence d'analyse qui est très rapide. Donc pour ça, il faut être en mesure de générer ces gouttes. Donc on a différentes technologies, on reviendra notamment sur la technologie du milieu, la flow focusing. Et ensuite, une fois qu'on a créé ces gouttes-là, on a des puces microfluidiques, ce qu'on a vu tout à l'heure, qui permettent derrière soit de faire fusionner des gouttes, soit de les séparer, soit de les incuber aussi pour faire de la culture de cellules, enfin de la détecter, etc. Donc l'idée ici, ça va être d'être en mesure de créer ces micro-gouttes pour en faire chacune d'elles un laboratoire d'analyse microscopique. Donc je vais vous parler de deux entreprises, encore une fois qu'on accompagne ou qu'on a accompagnées, qui sont ECAT Fluidics et Emulseo, qui travaillent main dans la main pour créer, du côté d'ECAT, un trieur de nano-objets. Donc l'idée ici, c'est de mixer la technologie microfluidique avec la technologie optique pour être en mesure, alors on ne voit rien du tout, j'imagine que vous ne voyez pas grand-chose. L'idée ici, c'est d'être capable de discriminer dans une goutte de sang ce qu'on appelle les exosomes, qui sont des vésicules qui sont présentes à la surface des cellules et qui portent toute l'information de la cellule, de la ponction qu'on aura faite, enfin de la cellule sanguine, en termes d'ADN, d'ARN, de protides, de protéines. L'idée, c'est d'à partir d'une seule goutte, d'être capable de trier les exosomes de tous les autres éléments qui sont présents dans la goutte de sang et de se focaliser sur ces exosomes pour déterminer si le cancer, enfin déjà s'il y a cancer ou pas, et ensuite de tester grâce à la microfluidique des plans de traitement personnalisés qui seront plus à même de traiter directement le problème de la tumeur, puisqu'on aura eu l'ADN de la tumeur, donc on aura été en capacité de la séquencer. Donc ça, c'est très important, notamment en termes de cancer du pancréas, puisque c'est un cancer qui est malheureusement difficile à soigner. On a un taux de mortalité qui est de 95%, donc parce qu'on le détecte très tard et que les biopsies sont douloureuses, elles sont très invasives. Et aujourd'hui, donc, le cancer du pancréas, c'est un axe de recherche d'ECAT Fluidics, puisqu'on va utiliser donc, ce trieur de nano-objets pour anticiper, grâce à une seule goutte de sang, d'un prélèvement sanguin, la présence ou non de cette tumeur et ensuite de déclencher un plan de traitement. Mais pour faire ça, ECAT a besoin d'Emulseo. Pourquoi ? Parce qu'Emulseo, c'est l'entreprise qui va développer ici ce que vous avez dans le flow focusing. Donc la partie aqueous, on va dire que c'est la goutte de prélèvement sanguin. Emulseo va créer l'huile, la partie aqueuse, oui, l'huile, qui va permettre de créer toutes ces petites gouttes par une technologie ici de flow focusing. Et l'intérêt d'Emulseo, c'est que les produits de tensioactifs que la société va proposer assurent à ECAT Fluidics la reproductabilité parfaite de toutes les gouttes. C'est-à-dire que toutes les gouttes sont de la même taille, de la même composition. Elles vont pouvoir encapsuler de la même façon les exosomes. Et derrière, ça va permettre à ECAT Fluidics de mener
des études, on va dire, très rapides, de séquencer des études de manière très rapide pour pouvoir, derrière, traiter les cas de cancer du pancréas. Donc on voit, pour conclure, que la microfluidique, c'est vraiment une technologie de rupture parce qu'elle a un champ d'application qui est vraiment très varié, avec des technologies de pointe, comme on voit ici, ou des technologies qui sont, on va dire, plutôt du do-it-yourself, avec le papier buvard et l'imprimante de cire hydrophobe. Mais surtout, l'intérêt, quelle que soit la technologie qu'on choisit, c'est que derrière, en termes de coûts, on a une forte baisse des coûts d'analyse de production, des coûts logistiques et aussi des coûts humains, puisque ces analyses-là, elles sont réalisées à partir de prélèvements d'échantillons qui sont très très faibles. Et donc, en termes de coûts pour le patient, on est sur des choses qui sont beaucoup moins compliquées que sur des biopsies ou des analyses de sang où on doit prélever beaucoup de sang. Pardon. Donc voilà pour la deuxième partie Deep Tech. Ouais, alors évidemment, c'est beaucoup plus pointu les microfluidiques que faire parler des zombies avec une IA. Dernier point sur la partie intelligence artificielle, avec l'utilisation de l'IA pour la voix. Alors, on a vu des exemples, notamment avec les personnages non joueurs des jeux vidéo et la capacité à les faire parler en temps réel. Donc, énormément de choses là-dessus, avec des impacts sur pas mal de métiers. On prend par exemple sur les métiers de la traduction, cette petite plateforme, ce gadget qui est sorti il y a peu de temps, qui est un produit chinois qui pour 654,51 € vous permet d'avoir un centre de traduction. Donc vous avez un speaker sur une conférence qui parle coréen par exemple. Là, c'est un boîtier, vous avez 5 petits boîtiers, vous avez 5 personnes autour de la table qui vont l'écouter, les 5 parlent une langue différente, ils prennent le boîtier, ils disent « je parle français, espagnol, japonais, arabe » et ils ont chacun la traduction à la volée par l'IA générative qui va faire cette traduction. Ça marche jusqu'à 20 postes aujourd'hui, on imagine que ça va se développer. Et évidemment, impact réel sur tous les métiers des traducteurs. Aussi développement pour convertir de la voix, quelle que soit la langue, en langue des signes, avec cette société européenne spécialiste qui peut traduire en temps réel là ce que je raconte. Bon, c'est pas vrai, mais on aurait pu faire toute la conférence comme ça. Des choses, on part un peu plus loin avec ce portail Earth Species Project qui va référencer toutes les recherches au niveau mondial d'utilisation de l'IA pour analyser le langage et la communication des animaux. Donc vous avez tout, vous avez les baleines, les dauphins, les tortues, vous pourrez choisir votre animal totem préféré. Tout est rassemblé là-dessus, avec vraiment des avancées assez impressionnantes sur certains projets. Et puis des choses plus marrantes avec cette IA qui va traduire les pleurs de votre bébé pour vous dire, en gros, au pif, si il est fatigué, s'il a faim ou s'il faut le changer. Aujourd'hui, le plus gros impact, ça va être sur tout ce qui va être apprentissage de nouvelles langues. On sait depuis quelque temps que Brian, qui est dans la cuisine avec une raquette, n'a jamais appris à parler anglais à qui que ce soit. Mais les IA, donc si on reprend exactement le même modèle que ce qu'on a vu tout à l'heure, on va pouvoir donner à une IA générative une typologie particulière en lui disant « tu es un prof d'anglais ». Et sur la leçon 1, tu vas m'apprendre le cri des animaux, la leçon 2, le vocabulaire du sport, le 3, la cuisine, etc. Vous allez avoir une IA qui va converser avec vous, qui va vous comprendre et qui va vraiment converser. Donc aujourd'hui, tous les gros leaders de l'apprentissage des langues sont en train de s'engouffrer là-dedans et proposent des options petit à petit qui vont de plus en plus puissantes là-dedans. Le dernier smartphone de chez Samsung, je ne sais pas combien on est, je crois que c'est le S24,
va intégrer directement dans le téléphone. Je vous parle en anglais et à l'autre bout, c'est traduit directement en espagnol ou l'inversement. Et puis encore retour chez OpenAI qui devait sortir il y a à peine 2 mois un produit qui s'appelle Voice Engine qu'ils ont finalement retiré de ligne parce qu'ils se sont dit il va y avoir trop de fake news au moment des élections américaines, donc on va le retirer. Et la page a été finalement remise, mais il est plus ou moins disponible. C'est pas très clair. Donc, qui à partir de 15 secondes de votre voix, d'enregistrement de votre voix, va être capable de faire parler une IA exactement comme vous dans n'importe quelle langue. Donc, impact là aussi sur les métiers de la traduction, sur les métiers des voix off, des voix des traductions. Vous avez entendu que les doubleurs de séries, de films, d'animation ou de jeux vidéo sont en train de se mobiliser côté français, puisque là, évidemment, vous avez un acteur et puis il va pouvoir jouer plusieurs rôles avec des voix qui vont être changées à la volée. Les mêmes OpenAI ont sorti leur dernière version ChatGPT 4o, a vraiment fait des progrès sur le temps réel et puis sur l'analyse de la voix. Il y a des vidéos assez sympas où vous avez 2 smartphones avec chacun une IA qui sont en train de se parler entre eux. Et puis on revient sur I.O., donc ce petit ordinateur vocal dont je vous ai parlé tout à l'heure. On va regarder, ça c'est une toute récente vidéo TED du concepteur qui fait un excellent résumé de ce qu'on peut faire aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Bon, c'est en anglais, mais bon, je pense que ça se comprend assez facilement. So, imagine that you're sitting in a noisy restaurant and you're having trouble hearing your friends across the table. Je suis au restaurant avec 2 amis et c'est bruyant. Hey, can you enhance the sounds that are right in front of me? Donc là, il demande de filtrer le bruit environnant. And can you turn that baby down? That's better. And I'm still having a little trouble hearing Pedro. Can you isolate Pedro for me? Y después manejamos al lago. That's perfect. And my Spanish is a little rusty. Can I hear Pedro but in English? And at the end of the trip, we came back to the city to visit the historic center. Michelle, close all programs. Oh, so much worse. Okay. Donc voilà, là en temps réel, on va couper le bruit de fond, les pleurs du bébé, on va isoler une des personnes qui parlent, on va dire je comprends pas l'espagnol, tu me le traduis en anglais à la volée, avec sa voix et avec son accent, etc., etc. Donc ça montre bien vers quoi ça va sur l'usage de l'IA au niveau de la voix. Et puis, c'est des choses qui arrivent vraiment maintenant de manière, qui sont des entreprises qui tournent. Encore une des startups accompagnées par Unitech, Locuta, qui eux font un callbot. Donc là, c'est pour équiper des SAV, des centres d'appel, ou pour en général la moitié des appels de tous ces gens qui gèrent du support, c'est des questions où il n'y a pas de plus-value pour un humain à répondre. Et donc là, quand vous appelez, en fait, c'est une IA qui vous répond, qui vous comprend et qui va vous donner la réponse. Et si elle ne sait pas répondre, elle va passer la main à un de ses collègues qui, lui, sera un collègue humain. On a terminé avec les IA et on va prendre une dernière tendance qui n'est pas du tout dans l'IA, mais que j'ai trouvé intéressante parce que je trouve que c'est un peu dans les signaux faibles qui sont en train d'apparaître, où beaucoup d'analystes disent qu'on est sur la fin d'une époque du web, avec pas mal d'articles qui sont sortis dernièrement sur la fin des réseaux sociaux tels qu'on les connaissait, où beaucoup disant plus personne ne sait ce qui se passe sur Internet et en ligne. Alors, le comparatif, ça serait, on pourrait comparer ça à ce qui s'est passé sur la télévision. La télé, entre les années 80 et 2000, 80, il y avait le poste avec quelques chaînes, 3 chaînes,
Et quand un film passait le soir, le lendemain, tout le monde parlait dans la cour de récré ou au bureau du film de la veille. Dans les années 2000, multiplication des chaînes, du satellite, du payant, de la TNT, et donc plus personne ne regardait la même chose. C'est un petit peu pareil sur le web, entre 2000 et 2020, où tout le monde voyait passer à peu près les mêmes choses sur Instagram, Facebook, Twitter, les grandes plateformes, et où aujourd'hui il y a une bascule vers des choses beaucoup plus privées, comme du WhatsApp, du Telegram, du Discord, etc. Ce qui fait dire à des analystes que les plateformes et les réseaux sociaux, aujourd'hui, ont cessé de remplir le rôle de carrefour numérique et d'avoir une culture commune partagée sur ces plateformes. Alors, le patron d'Instagram rappelait que l'année dernière, il s'était échangé plus d'images et de vidéos sur Instagram en privé, donc sur les messageries privées de Instagram, que dans les stories en public. Donc là, qui illustre assez bien ça. Alors ça peut... Il y a quelques caricatures qui sont sorties là-dessus. La première, qui est une vieille caricature du début du web, il y a plus de 20 ans, qui disait « Sur le web, personne ne sait que tu es un chien ». Donc cette caricature avait été vue par énormément de monde. Et puis à côté, maintenant, c'est plus personne ne sait ce que les autres consomment. Et ce qui est populaire pour les uns est totalement invisible pour les autres. Alors petit exemple, on va faire un petit sondage à main levée. Là, c'est les 5 vidéos qui ont été les plus vues en 2023. Les 3 en haut sur TikTok, celle en bas sur YouTube. Et à droite, c'est la série qui a été le plus vue sur Netflix l'année dernière. Donc, en levant la main, qui parmi vous a vu au moins 2 de ces 5 vidéos? Bon, vous êtes 5, avec une moyenne d'âge relativement oui, je sais, c'est flatteur pour toi. Voilà, et voilà, donc ce qui est le plus populaire pour les uns est totalement invisible pour les autres parce que vous n'êtes pas dans la communauté qui a regardé ces vidéos. Alors aujourd'hui, ça donne quoi? C'est un peu le... Je cherche le mot correct, le bazar, comme un peu cette slide. À la fois, on va avoir, dernière enquête Médiamétrie, des Français qui passent 2h30 par jour sur des réseaux sociaux. De l'autre côté, on voit au niveau des États-Unis raconter, exposer sa vie en ligne sur les réseaux sociaux. En 4 ans, on est passé de 40% qui déclaraient le faire très régulièrement à plus que 28%, et donc qui aujourd'hui échangent de plus en plus sur des plateformes fermées, WhatsApp, Telegram. À côté de ça, on va avoir cette tendance qui est un peu à l'inverse, où sur un réseau social professionnel comme LinkedIn, on va voir de plus en plus de gens qui vont parler de choses extrêmement intimes. Ça reste du professionnel, mais on est beaucoup sur « je vous raconte mon nombril » et de l'intime. Les plateformes où à la fois les médias sociaux disent que la source d'information des jeunes, c'est principalement ces médias sociaux, mais qu'ils voient passer de moins en moins d'informations partagées sur ces médias sociaux. On ne partage plus d'informations. Avant, tous les grands titres du monde, des grands journaux passés, aujourd'hui c'est en chute libre, ce n'est plus diffusé. Et donc, une des conclusions de ces analyses, c'est qu'il est plus facile que jamais d'accorder une importance démesurée à des informations ou des tendances qui peuvent sembler populaires, mais qui sont en réalité totalement anecdotiques et issues d'une micro-communauté, mais dont les autres communautés vont parler comme étant quelque chose de généralisable. Il y a un lien là-dessus sur une enquête d'un chercheur américain qui décrit un exemple qui est absolument fabuleux sur un truc où au départ 100 personnes se sont racontées une histoire et en fait ça fait flop, mais c'est les gens qui ont parlé de cette histoire et ça finit dans les médias mainstream, dans les groupes communautaires, etc. Alors vers quoi on va aller? Ce qui est dit, c'est qu'il va y avoir 3 grosses tendances. La première, c'est le web visible, celui qu'on connaît à peu près, qui va être beaucoup rempli par du contenu de qualité issu de l'économie des créateurs, dont on avait parlé il y a 3-4 ans. Donc des youtubeurs, par exemple, qui vont produire vraiment des contenus de bonne qualité, qui vont être payés pour créer ces contenus.
complétée par du contenu généré par de l'IA, donc pas très créative, voire pas du tout créative, mais qui seront des bonnes synthèses de contenu. À côté de ça, il y aura une communautarisation des plateformes mainstream principales. Alors, sans être trop caricatural, on peut dire les complotistes seront sur Facebook, les haineux seront sur Twitter. Bon, j'exagère un peu, mais dans l'idée, c'est ça. Et puis, on va avoir une privatisation des communautés, c'est-à-dire que votre communauté, famille, amis, communauté d'intérêt, tout ça va migrer sur du Discord, du Insta-message, du WhatsApp, etc., etc. Et donc, ça sera une diffusion entre soi. Voilà, je crois que j'avais une autre diapositive, mais un peu de légèreté maintenant pour finir. Oui. Un peu de légèreté avec l'hydrogène, donc c'est notre dernière partie pour les signaux de cette année, avec là encore une technologie de rupture, on ne cesse d'en parler. L'hydrogène, pourquoi l'hydrogène? Parce que c'est le vecteur énergie de l'avenir. Alors l'hydrogène, très rapidement, qu'est-ce que c'est? C'est le plus petit, le plus léger, le plus simple des atomes. Dans l'univers, c'est l'atome qui est le plus répandu. Il est présent sur Terre dans toutes les molécules qui sont essentielles à la vie. Associé à l'oxygène, il forme l'eau. Associé au carbone, il va former le méthane. Et on va voir en quoi c'est très important par la suite. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que ce vecteur énergie, on parle de vecteur énergie, pas d'énergie, parce qu'on ne va pas l'exploiter directement comme source d'énergie, mais on va le convertir en électricité, en chaleur et en force motrice. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de recherches qui sont faites sur l'hydrogène, parce que les aptitudes de l'hydrogène sont exceptionnelles en matière énergétique. C'est la plus grande densité massique d'énergie. 1 kg d'hydrogène, ça contient autant d'énergie que 3 kg de pétrole. Donc on voit là l'importance et l'intérêt de s'orienter vers ce vecteur énergie. Ça a une combustion très énergétique dans l'oxygène. C'est-à-dire que lorsqu'on va brûler l'hydrogène dans l'oxygène, ça va créer beaucoup d'énergie. Et ensuite, on a une dualité intéressante aussi hydrogène-électricité, puisqu'on va pouvoir convertir l'hydrogène en électricité et l'électricité en hydrogène de manière relativement facile, malgré le fait qu'on va perdre un petit peu d'énergie dans cette transformation. Pour autant, l'hydrogène reste quand même une source énergétique d'avenir. Mais aujourd'hui, on est contraint par la technologie. Aujourd'hui, on est capable de produire de l'hydrogène. Donc produire de l'hydrogène, c'est pas difficile du tout. On va utiliser une technologie qui s'appelle le vaporeformage de méthane, c'est-à-dire qu'on va injecter du gaz naturel que l'on va faire exploser en production d'hydrogène et en CO2. Donc l'intérêt ici, c'est que très facilement, on va produire de l'hydrogène. Le souci de cet hydrogène-là, c'est que c'est un hydrogène qui est très polluant, puisque à chaque fois qu'on va produire de l'hydrogène, on va rejeter dans l'environnement, dans l'air, du dioxyde de carbone, et donc participer aux émissions de gaz à effet de serre, donc au réchauffement climatique. Donc on voit que ce n'est pas une solution qui est pérenne dans le temps. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, on est aussi capable de produire de l'hydrogène bleu. La différence entre l'hydrogène bleu, ce n'est pas dans la technologie de production, mais c'est dans la capacité de capter le CO2 qui va être émis lors de la production d'hydrogène et de le stocker. Donc ici, on peut le stocker sous terre, par exemple. Le problème ici, c'est qu'on a quand même de fortes déperditions de CO2. C'est à chaque fois qu'on va essayer de le capter, il y a une partie, à peu près 20% de l'hydrogène va être rejeté, du CO2 pardon, va être rejeté dans l'atmosphère. Et on ne sait pas non plus à très long terme comment le stockage de l'hydrogène quel impact ça va avoir sur l'environnement souterrain. Donc cette solution, elle n'est pas viable non plus à long terme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en train de se diriger vers une technologie qui n'est pas encore mûre,
qui est l'hydrogène vert, où l'idée, ça va être d'utiliser les propriétés de l'électrolyse, c'est-à-dire de finalement briser les atomes d'eau grâce à de l'électricité avec un électrolyseur pour, d'un côté, produire de l'hydrogène et de l'autre côté, de rejeter du dioxygène, qui, lui, ne participe pas au réchauffement climatique. Donc aujourd'hui, les recherches s'intéressent à l'hydrogène vert, mais pour l'heure, on n'y est pas encore, puisque aujourd'hui, 99% de l'hydrogène est produit à partir d'énergie d'hydrocarbures, d'énergie fossile, ce qui représente environ 900 millions de tonnes d'émissions de CO2 par an. Donc on voit, la pollution associée à la production d'hydrogène est quand même très importante. Et également un autre problème, notamment pour les pays européens, c'est qu'aujourd'hui, les principaux pays producteurs d'hydrogène, ce sont qui? Ce sont la Chine, les États-Unis et les pays du Moyen-Orient, parce que ce sont les pays qui produisent du gaz. Donc nous, aujourd'hui, on est dépendant, si on veut utiliser de l'hydrogène, on est dépendant de ces pays-là. Donc c'est pour ça que la France investit très massivement dans le soutien à la production d'hydrogène vert. On voit qu'en 2024, c'est 700 millions d'euros qui seront alloués à la production d'hydrogène vert. Quelques données très rapides. L'hydrogène, la filière hydrogène représente aujourd'hui 6400 emplois directs, beaucoup plus d'emplois indirects, et que si aujourd'hui les capacités d'électrolyse, donc de capacité de production d'hydrogène vert, sont encore faibles, de l'ordre de 30 mégawatts, l'objectif c'est d'atteindre 4,5 gigawatts en 2030, ce qui est à peu près l'équivalent de 3 centrales nucléaires. Donc un soutien assez ambitieux de la France en matière d'hydrogène vert. Pour autant, on n'y est pas encore parce qu'on a quand même pas mal de contraintes à dépasser. En termes de production, alors je ne sais pas si vous arrivez à lire d'où vous êtes, les coûts de production restent encore malgré tout élevés. Produire de l'hydrogène vert, ça demande des technologies qui coûtent cher. Et donc, ça coûte cher de produire de l'hydrogène vert. Le rendement énergétique est limité. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser de l'énergie verte. Dans hydrogène vert, il y a vert, et le vert correspond finalement à l'énergie, aux sources d'énergie qu'on va injecter dans l'électrolyseur. Et ce sont des énergies vertes, donc c'est de l'électricité qui est produite par des panneaux solaires ou des éoliennes. Et donc, on a le problème de l'intermittence, le problème de la localisation, et un autre problème aussi qui se pose fortement à la production d'hydrogène vert, c'est l'utilisation de l'eau. Aujourd'hui, les technologies nous imposent d'utiliser de l'eau douce. On sait que demain, aujourd'hui déjà, l'eau est une ressource qui est rare. Demain, ça sera une ressource qui sera très rare. Donc, produire de l'hydrogène, c'est utiliser de l'eau douce. On n'est pas aujourd'hui en mesure d'utiliser un autre type d'eau pour produire de l'hydrogène. Donc, ça reste quand même assez limité. En termes de stockage et de transport, aussi, on a des problèmes, puisque l'hydrogène, c'est une matière, c'est un gaz qui est dangereux, qui est explosif. Pour le stocker et le transporter, on a deux possibilités. Soit le faire monter en pression, soit le liquéfier pour pouvoir le transporter sous forme liquide. Mais pour cela, on est soit obligé d'atteindre des très hautes pressions, de l'ordre de 700 bars pour le transformer en gaz, soit de lui faire subir un refroidissement de l'ordre de moins 253 degrés. Et ça a un coût énergétique, mais un coût aussi financier. Donc produire et stocker, ça reste cher. Les matériaux de stockage aujourd'hui sont quand même, alors ils sont en train de se développer et de s'améliorer, mais compte tenu des contraintes qu'on vient de voir, ça coûte aussi extrêmement cher de stocker, de proposer des matériaux de stockage qui soient sécurisés. Les infrastructures de transport aussi coûtent très cher. Et enfin, on l'a dit tout à l'heure, c'est que lorsqu'on va convertir l'hydrogène en chaleur, en électricité ou en force motrice, on va quand même avoir pas mal de déperdition d'énergie. Là où une batterie classique perd environ 30% d'énergie lors de la conversion énergétique, là on est de l'ordre d'au moins 50%. Donc on voit que pour l'heure, l'hydrogène vert est encore une solution qui est loin d'être acquise.
Pourtant, la recherche avance très rapidement. Aujourd'hui, on est en train de travailler sur des électrolyseurs beaucoup plus fiables qui s'oxydent beaucoup plus lentement parce qu'on va utiliser une nouvelle génération d'électrolyseurs qui sera des électrolyseurs au nickel. On introduit également l'intelligence artificielle aussi, ce qu'on appelle les smart grids, dans la gestion des réseaux, de la production et du transport de l'hydrogène. On est en train aussi de travailler au rapprochement entre la production d'électricité verte et la production d'hydrogène pour éviter d'avoir à transporter cette électricité alternative grâce à la production, à l'implantation de micro-usines de production locale. On verra aussi les conséquences que ça peut avoir un petit peu plus tard. Et ensuite, une autre voie de recherche, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur l'eau, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de travailler, la recherche travaille sur des technologies de dessalement massif de l'eau, puisqu'on consomme beaucoup d'eau lorsque l'on veut créer de l'hydrogène. Donc soit des technologies de dessalement de l'eau, soit trouver des nouvelles technologies, notamment au niveau des électrolyseurs, qui vont permettre d'utiliser de l'eau de mer. En matière de stockage et transport aussi, on a pas mal d'innovations. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça je vous laisse aller voir plus en détail à quoi ça correspond. On a des nouveaux matériaux de stockage, les hydrures métalliques et les liquides organiques hybrides porteurs d'hydrogène, ce qui vont permettre d'encapsuler les molécules et les atomes d'hydrogène et de les restituer à la demande beaucoup plus facilement que lors de la liquéfaction ou de la gazéification. Le stockage souterrain à grande échelle aussi, c'est une voie de recherche importante pour le stockage de l'hydrogène, notamment dans les anciennes cavités salines. Aussi, une voie de développement, c'est d'utiliser des réseaux de pipeline qui seraient hybrides, c'est-à-dire qu'on introduit de l'hydrogène dans les réseaux de gaz pour récupérer et pour transporter beaucoup plus facilement l'hydrogène. Et enfin, il y a une autre voie de développement, c'est ce qu'on appelle les solutions de transport modulaires. Ce sont des containers qui, grâce à ces nouveaux matériaux de stockage de l'hydrogène et de transport de l'hydrogène, vont pouvoir permettre de transporter beaucoup plus facilement l'hydrogène d'un point A et d'un point B, sans être obligé de passer par des grands réseaux de pipeline qui sont beaucoup plus compliqués. Alors, pour faire converger les deux présentations, celle de Laurent Pierre sur l'intelligence artificielle et celle sur l'hydrogène, on s'est amusé à demander à l'intelligence artificielle de nous générer des scénarios à 2050. Donc, on a marqué avenir non contractuel parce que c'est généré par des IA et qui nous propose deux scénarios finalement de ce que serait une société hydrogénée, ou en tout cas qui ne dépendrait plus uniquement des énergies fossiles. Donc, le premier scénario, c'est la création d'oasis énergétiques dans le Sahara. Dans les terres hostiles, en fait, où on n'a pas d'êtres humains, on pourrait installer des fermes de production d'hydrogène avec des technologies de production d'énergie verte beaucoup plus performantes, avec des éoliennes qui seraient gigantesques, des champs entiers de panneaux photovoltaïques. On aurait bien entendu des électrolyseurs nouvelle génération. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la proposition de capture et de réutilisation de l'eau, puisque dans le désert, vous savez, l'eau est quand même une ressource très rare. Pour autant, il y a quand même de l'eau dans le désert à travers les brumes qui sont les brumes nocturnes, qui pourraient être récupérées le matin et qui pourraient être utilisées pour produire de l'hydrogène. Mais également, ça permettrait derrière de développer une agriculture de subsistance qui serait entre guillemets sous canopée solaire pour profiter de l'ombre et donc de cette brume-là pour développer une agriculture qui permettrait aux gens qui travaillent dans ces fermes solaires, enfin dans ces fermes énergétiques, de pouvoir y vivre. Deuxième scénario qui est un petit peu moins déconnant, on va dire, ce sont les villes hydrogénées. Là, l'idée, c'est de faire des villes, donc ces grands centres urbains, des zones qui seraient autosuffisantes en hydrogène, puisque grâce à la miniaturisation, alors c'est le scénario inverse, la miniaturisation des technologies d'énergie intermittente, donc les panneaux solaires et les micro-éoliennes, on va pouvoir équiper tous les bâtiments de ces éoliennes et de ces panneaux photovoltaïques, également équiper chaque bâtiment de micro-usines qui seraient capables de générer de l'hydrogène pour son usage personnel, mais également de produire de l'hydrogène pour finalement
couvrir toute la ville, notamment le chauffage résidentiel et commercial, que ce soit la climatisation réversible, donc de la chaleur en hiver et du frais en été, mais aussi également produire de l'hydrogène de manière totalement indépendante des grandes zones de production pour alimenter tout ce qui concerne la logistique urbaine et le transport public. Donc ce scénario-là est peut-être un peu plus réalisable que le scénario précédent. Donc on trouvait ça rigolo aussi de faire un petit peu de prospective et de confier cette prospective-là à l'intelligence artificielle. Donc les images sont générées par intelligence artificielle également. Donc c'est pour ça que vous voyez qu'au niveau de l'écriture, c'est pas terrible encore. Voilà, donc c'était un peu l'idée de finir cette présentation sur un petit clin d'œil à l'intelligence artificielle. Alors toute cette veille, tout ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, et plus particulièrement la partie Deep Tech, vous allez pouvoir la retrouver sur notre site internet, donc sur le unitech.fr/veille. Vous allez retrouver toutes les notes de veille, tous les dossiers de veille qu'on publie tous les 2 mois. Et on a un partenariat aussi avec le journal Les Échos judiciaires girondins, où on a une version, on va dire, un peu plus concise de ce qu'on fait en note de veille sur un 4 pages que vous pouvez retrouver sur le site internet des Échos de manière libre et gratuite, mais également dans l'hebdomadaire. Et là aussi, c'est tous les 2 mois, avec une présentation à chaque fois d'une start-up qu'Unitech accompagne et qui propose des solutions innovantes et disruptives dans les deep tech. Donc on en a fini pour les signaux 2024. Merci à vous.